Plein d'ados, une nouvelle émission destinée aux parents d'ados, destinée aussi aux ados et à tout ce qui a trait aux jeunes et aux jeunes adolescents et aussi au système éducatif israélien, à la Alia. Et pour ça, quoi de mieux que d'inviter aujourd'hui Eva Larmi. Eva, bonjour. Bonjour. Alors Eva, je la reçois, c'est une amie, on se connaît depuis longtemps et je la reçois donc avec un plaisir double, le plaisir d'inviter quelqu'un de compétent et d'inviter une amie aussi dans ce studio. Et Eva, elle fait plein de choses intéressantes et c'est pour ça qu'on l'a invitée aussi, pas seulement parce que c'est une amie qu'on va prendre un café après, mais parce qu'elle a plein de choses à nous raconter. Eva travaille comme chef de projet à la Fondation Tali. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, on va avoir le temps, on va avoir plein de temps pour expliquer tout ça. Alors Tali, en fait, c'est des rachetévotes, ce qui s'appelle en hébreu, c'est plusieurs mots qui ont été réduits en un et qui viennent raconter que la Fondation Tali a été créée pour renforcer, alors c'est un peu étonnant pour les gens qui connaissent Israël ou ceux qui ne connaissent pas, mais on va dire pour renforcer l'étude du judaïsme ou le judaïsme à l'intérieur des écoles. On a l'impression que c'est complètement bizarre, mais je suis monté en Israël a priori, et ça y est, c'est bon. Je vais pouvoir étudier et apprendre le judaïsme à l'école tout à fait. Pourquoi j'ai besoin de me renforcer? On aurait mieux imaginé en France ou en Suède, quelque part, ce renfort. Alors pourquoi? D'où ça arrivé, ce Tali, en quelques mots? Merci Bernard, c'est une excellente question. En fait, ça a été une grande découverte pour moi déjà dans les années 80, bien avant Tali, bien avant ma venue à Tali. Tali existe depuis longtemps. Quand on était au séminaire, les séminaires Melitz, Machon le Chinuch Yehudi Tzioni, les séminaires sionistes, ce qu'on appelait à l'époque. C'était pour apprendre, ouais, c'était un peu le même but, quelque part, de renforcer, de faire parler. Tout à fait. On s'était rendu compte qu'en Israël, l'éducation était très idéologique, on endoctrinait beaucoup, etc. Mais on n'avait jamais posé des questions aux jeunes, notamment aux adolescents. Comment vous vous sentez dans ce pays? Est-ce que vous vous sentez juif? Est-ce que vous vous sentez israélien? Et qu'est-ce que ça voudrait dire? Et donc déjà à l'époque, il y avait eu une fameuse lettre des lycéens. Elle s'appelle, elle est dans les mémoires des historiens de l'éducation en Israël, qui avait été envoyée au Premier ministre de l'époque, je pense que c'était Golda Meir, en disant après la guerre des 6 jours, après la guerre de Kippour, expliquez-nous pourquoi est-ce qu'on doit aller à l'armée. Et là, ça a allumé tous les systèmes d'alarme en Israël. Et on s'est dit, il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'éducation. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas, et pourtant, on se souvient de la fameuse lettre de Ben Gurion à toutes les grandes personnalités du monde pour dire qu'est-ce qu'être juif, etc. Donnez votre définition. Mais on avait oublié qu'à la porte, dans nos maisons, il y avait des petits bonhommes qui grandissaient, qui ne savaient pas obligatoirement, qui n'avaient pas réfléchi obligatoirement à toutes ces questions, ou s'ils avaient réfléchi, personne ne leur demandait vraiment leur avis. Exactement. En fait, souvent, l'éducation, c'est des réponses à des questions que personne n'a posées. Donc, nous, on essaye en fait d'encourager les jeunes à apprendre à poser des questions, à apprendre à se poser des questions d'abord. Et à rester avec la question, ne pas avoir peur de rester avec la question et de se promener dans la vie avec ces bonnes questions et essayer d'observer, essayer d'arriver à sa réponse. Alors, comme chaque fois qu'on a une bonne idée en éducation, après, il faut l'assumer. Tout à fait. C'est pas le tout de soulever des questions, mais encore faut-il donner des éléments de réponse ou pas du tout, mais en tout cas savoir gérer le flux de questions, parce que je suppose que quand ça commence à démarrer, il faut être prêt un peu à tout. Tout à fait. Bon, mais on a assez d'expérience, on a des équipes sur le terrain qui ont de l'expérience. En fait, à Tali, on a pris quand même le parti de travailler avec les enseignants, avec les éducateurs des élèves, pas directement avec les élèves. On a vu avec l'expérience que ce sont les éducateurs qui sont les personnes qui sont importantes pour l'élève. Et donc, l'élève va pouvoir revenir à son prof tout au long de sa scolarité, des fois plusieurs années de suite, avec ces questions qui vont lui tenir à cœur. Et donc, on va créer une formation à Tali qui va surtout s'adresser aux enseignants et depuis quelques années aux directeurs. Alors Eva, c'était ma prochaine question, effectivement. Donc, il y avait ce constat que les jeunes, on ne les avait pas obligatoirement consultés, on n'avait pas demandé leur avis. Et puis, il y avait peut-être un problème avec les éducateurs eux-mêmes, avec les enseignants. Est-ce qu'ils avaient le niveau
pour être confrontés à ces questions? Est-ce qu'ils se les étaient posées eux-mêmes? Oui, tout à fait. Exactement. En fait, moi, je fais surtout de l'éducation d'adultes. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se rend compte que les adultes bougent. Ce ne sont pas des êtres... On aura appris un truc dans cette émission, enfin. Les adultes changent. Et c'est assez extraordinaire. J'avoue que dans le programme Aléli que Thalie a créé il y a 2 ans, qui est aussi un anagramme, je crois que ça se dit comme ça, qui est Azmana Lelimoudé Yahadout Israélite, une invitation à des études juives israéliennes, et on est très très à cheval sur le tiret entre juives et israéliennes, parce qu'en fait tout l'objet de notre étude va s'atteler à voir quel est le rapport entre juifs et israéliens. Je reviendrai peut-être là-dessus un peu plus tard. En tous les cas, ce qui est très très émouvant à chaque fois, c'est de voir des directeurs d'école, des profs de judaïsme, puisque maintenant le ministre de l'Éducation, Bennett, a poussé, il n'a pas été le seul, c'est depuis déjà plusieurs ministres, mais a instauré un programme qui s'appelle aussi Éducation juive et israélienne dans l'école laïque en Israël, publique laïque en Israël. Ces profs et ces directeurs vont pour la première fois de leur vie être invités à ouvrir une page de Talmud et à s'y retrouver et à la trouver pertinente pour leur vie d'aujourd'hui en Israël. Et ça, c'est toujours pour moi un grand, grand bonheur d'accompagner ce genre de processus. Alors, on va tout de suite rentrer dans les programmes. J'ai plein de questions qui me viennent à la tête, mais on va faire une petite parenthèse pour savoir un peu, tu as l'air de parler de façon très sûre, tu connais bien ton boulot. Moi, je sais aussi que tu connais parfaitement la société israélienne, tu parles un ivrite quasi parfait. Et d'où ça vient tout ça? Tu viens d'où, Eva? Raconte-nous un tout petit peu. Ta alias, ça nous intéresse chez Kalita, toujours. Comment t'es arrivé à tout ça? D'où tu viens? Je crois que tout ce que je fais aujourd'hui est en regard de ce que j'ai appris de mes parents, notamment de mon père. Je viens d'une famille d'immigrés tunisiens, de Sousse. Bonjour les Soussiens. Bonjour. Bien le bonjour, oui. J'avais 3 ans quand on est arrivé à Paris. Mes parents ont pris une décision extraordinaire, c'était de nous mettre à l'école juive déjà à l'époque. Donc de la maternelle à la terminale, j'étais chez les Picards de l'école Lucien de Hirsch et l'école Yavneh. T'as 3 points sur toi. Continue. Et je crois que j'ai grâce au choix qu'ils ont fait, j'ai réussi à intégrer tout ce que le judaïsme français de l'époque pouvait me donner, à savoir mouvement de jeunesse. Mon père était scout, mais moi j'étais au Bnei Akiva. On était prof au Talmud Torah dès qu'on a su pouvoir transmettre quelque chose nous-mêmes. Et mon père a créé une communauté avec l'aide du curé à l'église de Pantin. Et j'ai appris beaucoup à être là où on a besoin de toi. Je crois que c'est de lui que j'ai appris ça, et à ne pas avoir peur. Pas avoir peur de créer une communauté juive avec l'aide du curé, par exemple. Il faut dire qu'à l'époque, c'est intéressant d'ailleurs, la création de la communauté juive avec l'aide du curé. À l'époque, c'était aussi une communauté qui était en train de se reconstruire, qui était en train de retrouver un peu ses repères. Effectivement, il y avait besoin d'un peu de toutes les compétences, tous les gens qui connaissaient un peu quelque chose, on avait besoin d'un peu tout le monde, mais tout le monde n'était pas capable d'initier, de monter un truc depuis la base. Moi, j'ai connu par mon père et ses copains la synagogue de la rue Saulnier, qui est devenue célèbre après, qui a été prise par des Tunisiens aussi, des Sfaxiens, des Soussiens, qui ont essayé de monter une communauté. Avec le Rav Naouri. Oui, tout à fait, le Rav Naouri qui était à 100 mètres, et une communauté à partir de 0. Mais effectivement, il y a eu des personnalités, on connaît les grands, Manitou, le Rav Rothman, les gens qui ont porté la communauté sur leurs épaules pratiquement, mais le rabbin Kaplan, les gens qui ont vraiment été là pour la reconstruction, l'après-guerre, mais on connaît moins bien des fois les petites personnes, les gens qui, chacun dans leur coin, ont fait en sorte que ça tienne et que le judaïsme français puisse rayonner un peu. Tout à fait. Mon père, en tant que bon scout, nous a envoyé chercher des non-juifs dans les boîtes aux lettres. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout de communauté juive à Pantin à l'époque. Mais c'était la grande technique à l'époque. Tout le monde en parle. Tu avais tapé le pauvre type qui était converti, qui s'appelait Cohen. Qui était foutu. Et en fait, comme ça, on a réuni au début un minyan pour les fêtes. Et puis petit à petit, ce minyan est devenu bien plus important. Tu as connu la communauté de Pantin. Et au départ, le seul qui a été d'accord pour nous donner une salle, ça a été effectivement le curé de Pantin, qui nous a donné une salle en dehors de l'église, bien entendu, où on rangeait l'image de Jésus dans un tiroir, on fermait bien à clé, et on sortait les siffrets Torah qu'on avait ramenés de Tunisie d'ailleurs.
Et comme ça, on a créé une communauté. Donc j'ai appris à être là où on a besoin de toi, sans pour cela penser que tu faisais quelque chose de plus grand que ça. Être là, tout simplement. Bon, je vais jouer un peu la provocation. Malgré tout, quand on sort un peu de l'éducation des Picards, puis Yavne, le Bnei Akiva, etc., on a l'impression qu'il n'y a pas besoin d'avoir des questions, puisque les réponses sont données. C'est des systèmes quand même qui ont travaillé leurs questions-réponses. En général, c'est vrai. On pouvait rencontrer à l'époque le petit guide de Chaim Hatitz. Attention, même sur Israël, les mythes et réalités. Je vous donne le mythe et la réponse que vous donnerez. Pas besoin de beaucoup réfléchir, ni d'aller chercher. Or, ce que tu vas faire plus tard à Tali, etc., c'est vraiment de dire attention, venez, on arrête et on revoit un peu parce que les choses bougent, parce que tout est changeant et parce qu'il y a plein de questions. Et si on n'a pas les réponses, on va rester laisser des gens avec leurs questions et c'est jamais très très bon. Comment tu as fait ta alia? Ça arrivé comment? Bon, pour moi, ça s'est imposé à moi, en fait. La plupart des élèves de ma classe n'ont pas fait leur alia à l'époque. C'était pas encore l'époque glorieuse où toute la classe de terminale de Yavne faisait son alia et faisait la harshara. Mais enfin, j'ai fait la harshara. Effectivement, j'ai eu beaucoup de chance, je crois. J'ai eu une famille extraordinaire au kibbutz Nativ, avec laquelle je suis toujours en contact, avec mon père du kibbutz. Tous les soirs, on écoutait les informations en hébreu. Donc moi, j'avais déjà un bagage en hébreu, il faut reconnaître. Tu étais passé par Ababou déjà à l'époque. Oui, j'étais une élève d'Ababou. Tu avais donc un bon bagage. J'avais un excellent bagage, il faut reconnaître. Vraiment un tout cadeau. Et j'aime beaucoup l'hébreu. Et donc, pour moi, c'était clair que s'il y avait une aventure qui s'appelait Israël, j'allais pas rester sur les gradins. J'allais y participer. J'allais comme mon père, d'ailleurs, comme ensuite mes frères et sœurs qui sont venus tous aussi également en Israël. Okay. C'était évident. Donc, pour mes parents, ça a été un peu difficile parce que j'avais 17 ans. Mais le jour de mon bac. Mais mon père m'a dit, écoute, si j'avais ton âge. De guerre lasse, il m'a dit, si j'avais ton âge, c'est ça que j'aurais fait. Donc non, effectivement, parce qu'à l'époque, 17 ans, c'était l'époque où tu pouvais commencer à aller au cinéma toute seule. Même pas. Et donc j'ai fait un grand saut, c'est vrai. Tout à fait, c'était un grand saut. Mais je crois que cette aventure, elle s'est ensuite avérée encore plus extraordinaire que ce que j'aurais jamais pu imaginer à cette époque-là. Et l'hébreu qui était dans mon bagage a pu justement être non seulement un véhicule d'échange avec la société israélienne tout de suite, c'est vrai que j'ai eu de la chance, mais aussi de recherche toujours de ce que je suis, de ce qu'on est en tant que juif israélien. Est-ce qu'israélien c'est une nouvelle page? Est-ce que c'est la continuation de ce que je suis, etc., etc. Alors on va les aborder tous ces grands sujets, c'est important, mais d'abord peut-être une petite pause pour savoir une petite anecdote du kibbutz, quelque chose. Comment on passe à sa famille le fait qu'on est dans un poulailler en train de ramasser les crottes de poule à l'appel. Aujourd'hui c'est très glorieux parce qu'il y a tellement d'écrivains israéliens qui ont raconté ces trucs-là que c'est devenu quoi? Tu l'as fait toi aussi? Ouais, comme Amos Oz, comme machin, ils ont tous raconté des aventures croustillantes. Mais effectivement, comment on raconte je te raconte ça parce que j'avais une cousine qui avait fait ça, c'était une des premières, et racontait l'histoire du kibbutz. Et je me rappelle, nous, en tant que jeunes Français parisiens, on dit mais qu'est-ce qu'elle raconte là? On la voyait au milieu de vaches, elle faisait des trucs, elle qui avait jamais levé une assiette chez elle. Voilà. Et notre cousine, d'un coup, s'était trouvée plein de force et de trucs pour la vie en collectivité. Surtout pour cirer les chaussures de 30 bambins. Voilà, à peu près 15 noirs, 15 rouges. Des trucs comme ça. Ouais. Donc ça, t'as été aussi là-bas, dedans, t'as passé toutes les étapes. Tout à fait. Je crois que c'était vraiment l'époque glorieuse où on avait l'impression on avait la chance d'être... il y avait ce bouquin qui s'appelait Les enfants du rêve de Bethalheim. Moi, je me baladais avec au kibbutz en pensant que je vivais le rêve, vraiment. Et sans esprit critique, pratiquement. Comment une petite Tunisienne traverse le kibbutz Nativ qui est composé de 95% d'Ashkénazes de Yekim. Pour ceux qui ont connu, moi j'avais quand même le frère de mon père qui était parti d'Orsay, de première promo d'Orsay, Marsouin, pour les scouts, pour les EI, qui avait fait son alia à Sdeliaou, puis ensuite était parti à Nir Etzion, et ensuite avait travaillé pour la alia illégale de plein d'endroits, notamment d'Éthiopie à la fin. Mais il connaissait Chameau. Et pour ceux qui ont connu Chameau,
Frédéric Hamel, qui était dans les fondateurs du kibbutz Nahativ, un yéké, chameau et fourmi, était yékim, très 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 yékim. Il m'avait invité avec une autre amie de la Harshara, Rachel, il nous a invités à prendre le thé à 4h. On est arrivé à 4h03 ou 4. Il nous a dit revenez demain. C'est terminé. On apprend. Le lendemain, on est revenu à 4h moins 10. Il nous a laissé dehors jusqu'à 4h. C'est bien. On apprend. La mathème. Mais c'est vrai que moi, je veux juste peut-être dire quelque chose que j'ai rarement raconté. Cette histoire d'enfants, de maisons d'enfants à l'époque, même dans le kibbutz religieux, où les enfants dormaient ensemble, vivaient ensemble, loin de leur famille. En fait, ils voyaient leur père sûr. Et leur mère, comme moi, de 4h à 6h tous les jours. La grande expérience pédagogique Et je n'avais aucun esprit critique par rapport à ça. Ça m'a pris des années pour comprendre que c'était peut-être pas une expérience qu'on devait faire sur des humains, et qu'elle avait un prix, et qu'elle a eu un prix, et que, heureusement, aujourd'hui, le kibbutz s'est écarté de cette façon de faire. Et aujourd'hui, la famille est revenue au centre, et je crois que la famille, c'est vraiment notre ancrage dans la vie. Ok, super. Tu finis le kibbutz, tu fais quoi? Alors, je pars à Bar-Ilan. Pas à Bar-Ilan d'aujourd'hui, il n'y avait que des Américains, on était 2 Français. Après l'expérience ashkénaze, l'expérience américaine. Dans le monde américain. J'avoue que c'était pas simple, pas simple du tout même. Et j'ai étudié un double cursus, en fait, d'éducation à l'époque qui s'appelait extrascolaire. Et je voulais comprendre ce qu'on avait fait de moi à l'école. Pourquoi très vite, j'ai pris un deuxième cursus. Je voyais des jeunes étudiants qui se baladaient tous les jeudis, qui partaient en excursion. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils étudient, eux? Je veux faire comme eux. Et on m'a dit qu'il y avait à l'époque, une nouvelle matière qui s'appelait Limouder et Israël. C'était archéologie, histoire, géographie d'Israël. Et en fait, sans le savoir, j'ai commencé à me rapprocher de ce qui me passionne toujours, c'est-à-dire le fait juif et israélien. C'est-à-dire, j'ai appris à Bar-Ilan, on apprend beaucoup de judaïsme, notamment j'ai eu comme prof Beno Gross à l'époque. Il y avait pas mal de Français qui enseignaient à Bar-Ilan, mais enfin ils enseignaient en hébreu. Et j'ai commencé vraiment à m'ouvrir à tout ce qui était, mais vraiment tout ce qui touchait le fait juif et israélien, y compris l'archéologie qui me passionne jusqu'à présent et l'histoire. Alors, a priori, avec un tel cursus, on aurait dû te retrouver dans quelque chose proche de l'enseignement. Or, moi j'étais connue quand tu étais directrice de l'Unifan, qui était un peu l'ancêtre de Kalita ou de Ami. Comment t'es arrivée à faire de l'Alia pure de personnes francophones? Mais disons qu'après plusieurs années passées à travailler avec des élèves de seconde, première terminale à travers le pays, j'ai eu envie et leur poser des questions sur ce qu'ils sont, sur ce qu'est Israël, etc., des questions de fond, pas toujours faciles à résoudre. Je me suis dit, j'aimerais bien une fois ne pas être seulement sur la touche, celle qui pose les questions, mais aussi relever les manches et faire quelque chose de positif. Et je sentais effectivement que j'avais quelque chose à donner, étant aussi bien à l'aise en français qu'en hébreu, avec la société, avec ce que je me rappelais de la société juive de France et ce que je connaissais de la société israélienne. Et je voulais mettre ça, je voulais partager. Et mon rêve, je ne l'ai pas réalisé quand j'étais à l'Unifan. À mon avis, ce qu'il fallait faire, c'était changer la société israélienne pour qu'elle intègre mieux. Il ne fallait pas seulement travailler sur ceux qui s'intégraient, mais travailler aussi sur la société israélienne qui est déjà là et qui intégrait les autres. Je pense mais bien entendu, il y avait aussi une histoire de moyens, il y avait aussi beaucoup de choses qui permettent pas obligatoirement de réaliser tout ce qu'on comprend. On a fait pas mal de belles choses quand même. Oui, tout à fait. Et on a travaillé un peu ensemble. Là, voilà. Pour les gens notamment, qui se posent des questions. on avait réalisé quelque chose d'assez fou. À l'époque, c'était le jour de la Aliyah au mois d'août. Tu te rappelles, on avait nos petits micros sur la place de... Aujourd'hui, ça fait complètement banal, mais à l'époque, on avait été des précurseurs. C'est vrai. C'était pas mal. Effectivement, il y avait des choses un peu grandioses qui avaient été faites. C'était un peu le début des salons qui ont été repris énormément et pas mal copiés après comme étant un modèle. Mais avant, rassembler tous les services dans un endroit, c'était pas un truc qui se faisait couramment avec toutes les personnalités un peu de l'Alia, toutes les associations. Et de ce que tu racontes depuis tout à l'heure, entre le Bnei Akiva, l'Alia, le kibbutz, etc., on sent malgré tout que
ce ne sont pas des choix anodins qui ensuite se précisent de mérite. Ces fameuses questions qui vont traverser la société israélienne et ces fameuses constatations sur le fait que peut-être il y a quelque chose qui manque, etc. Est-ce que c'est un truc qui te travaillait toi aussi au niveau personnel? Tout à fait. Ouais. Je crois que moi, j'ai toujours vécu dans une famille qui respectait aussi bien le Shabbat que le fait qu'on doit aller de l'avant avec Israël. On connaissait des chansons en hébreu, etc. On chantait beaucoup à la maison, etc. Et quelque part, ce côté séparé en Israël, société morcelée en religieux, non religieux, combien religieux, combien pas religieux, ne m'a jamais vraiment parlé. Je me suis toujours un peu insurgée contre ça. Je ne me définis pas comme datia, comme religieuse, même si à mon niveau et à mon sens, je fais Shabbat. Mais c'est des définitions qui me semblent trop étriquées par rapport à ce qu'est la réalité d'Israël, qui est absolument, pour moi, extraordinaire, bluffante. La chanson de Hanan Ben-Ari sur les étiquettes a dû te parler pas mal. C'est arrêter de me mettre des étiquettes, arrêter de me donner une définition. Comme dans Wikipédia, je suis quelque chose de bien au-dessus, de bien autre chose que ça. C'est beaucoup plus large que la petite étiquette étriquée que vous allez pouvoir me coller quelque part. Pourquoi Tout à fait, et ne pas avoir peur non plus, ne pas avoir peur des étiquettes. Si mon fils prend des décisions comme ci et comme ça, parce que je suis aussi la mère de Nadav, qui a 25 ans, qui est israélien, ne pas avoir peur, ces décisions, c'est autant d'essais qu'ils font pour leur vie et leur donner confiance. Je crois que vraiment la société, au niveau personnel, c'est vraiment trop étriqué, mais au niveau de la société israélienne, ça rend vraiment pas le dynamisme, la vitalité, la yetziratiut, la créativité qu'il y a dans ce pays, même au niveau de l'identité. Je crois que vraiment au niveau de l'identité, ici, ça bat tous les records, quoi. Alors pourquoi ce besoin de la société israélienne de coller des étiquettes? Ça rassure quand on sait qui tu es, quand on t'a mis dans une case comme ça? Bonne question. Vous la posez je me la pose. Est-ce que c'est seulement la société israélienne aujourd'hui? Je crois que plus. Ça a eu des retombées sur les communautés en dehors d'Israël. Là, je reviens d'un voyage avec les directrices d'école à New York. Il y a aussi d'autres étiquettes, les conservateurs, les réformistes, etc. Je pense que l'homme, par définition, a besoin de se sentir appartenir. Et que l'appartenance à une société un peu trop, large, amorphe, ne suffit pas. Il va falloir créer des groupes auxquels, alors j'appartiens, mais surtout à l'autre, je n'appartiens pas. Mais je crois qu'il faut quand même remettre chaque chose à sa place. Je veux dire, il y a énormément de choses qui se jouent aujourd'hui en Israël, notamment à l'armée, notamment même en politique, on voit ça, qui sont bien au-delà de ces clivages de base. On les a dépassés, je pense. Je suis bien d'accord avec toi. On va revenir au Keren Tali, on va revenir à ton travail au quotidien. Mais d'abord, comment t'es arrivé à ça? Comment t'es arrivé à Tali? Parce qu'on t'a vu en vrai, moi je me rappelle de toi, tu étudiais au Mechonim Théonim, mais tu es allé aussi étudier, même pendant que tu étais à l'Unifan, parce que ça t'a toujours travaillé, il faut en savoir plus sur les Juifs, sur ses habitudes, sur les directions. Tu es une passionnée de ça, Tout à fait. de la chose juive. Tout à fait. Je racontais à un copain, excuse-moi, je vais te laisser répondre, mais ça me fait toujours rire. Je connais des amis qui vont en Pologne, etc., qui sont des gens pas du tout religieux, et qui te racontent ce qu'ils ont fait pendant une semaine à Venise ou en Pologne. Ils ont fait que du juif. On a vu la grande synagogue, puis le ghetto et le quartier. Et on a mangé au restaurant israélien. Et tu dis, mais les Juifs font ça, ce truc-là. Là. Non, moi, je me sens pas très... Mais j'ai fait que du juif pendant toute la semaine. Pourquoi on est aussi passionné? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous ton expérience, on va peut-être comprendre un peu pour les autres. Pourquoi c'est tellement passionnant? Je crois que c'est tout simplement passionnant. Je veux dire, s'il y a une aventure humaine où une langue dite morte ressuscite, où un peuple se retrouve sur sa terre avec des gens qui sont ses frères et ses concitoyens tout d'un coup, alors qu'ils parlent des dizaines et des dizaines de langues différentes et qu'ils ont des vécus complètement différents, je crois que c'est une aventure humaine qui n'a pas son pareil. Je crois qu'on est porté par notre histoire. Et comme l'hébreu est très succinct, mais il a des racines très, très, très profondes. Je veux dire, on est un peu comme ça en Israël. Des fois, on se donne pas complètement, mais les choses font écho.
Et je crois que tout le fait juif est comme ça. C'est pour ça que moi, c'est vrai que je me souhaite d'ailleurs de continuer. Je n'arrête pas d'étudier. J'enseigne, mais j'étudie. Et j'espère que ça s'arrêtera jamais. Effectivement, je me souhaite de continuer l'ilmod ou l'alamed. Mais d'abord l'ilmod. Génial. Allez, on plonge dans le bain. Qu'est-ce que vous faites au jour le jour, Keren Tali? Alors, comment t'es arrivée là-bas? Alors ça, c'est par la petite porte. Par la petite porte. Oui. Au Mélitz, donc moi, je suis restée 9 ans au Mélitz avant l'Unifan. J'avais été à la tête de programmes de rencontres, comme ça se fait aujourd'hui dans Guécher. Ouais, Rencontres entre juifs religieux et juifs non religieux, écoles religieuses et écoles non religieuses. Rencontres entre nouveaux immigrants et anciens israéliens. Rencontres entre touristes et israéliens. Et rencontres entre juifs et arabes. Je dis toujours en rigolant un peu que la seule chose que j'ai pas fait, c'est les rencontres entre Jérusalemitains et Tel Avivim, parce que là, c'est vraiment trop difficile. Faut y aller. Non, c'est une blague. Ouais, c'est des pays différents. Des pays différents, Tel Aviv et Jérusalem. Mais donc, j'ai fait beaucoup de dialogues. J'ai aidé, j'ai essayé d'aider au dialogue, là où, justement, ces définitions qui sont toujours un peu frileuse et un peu qui engage un peu au repli sur soi, comme manière un peu normale peut-être de l'homme a priori, essayer de dire à tout le monde et à moi-même, dépassons-nous, allons vers l'autre, et on voit tout d'un coup que c'était pas si difficile. Et je suis arrivée à Tali, une rencontre presque personnelle avec le directeur de Tali qui s'appelle Ethan Chikli. Okay. Jean-Jacques pour les intimes, donc il est aussi français d'origine, il a un parcours intéressant, Tunis, Paris, Jérusalem, et il m'a dit, écoute, on a besoin de former un programme de rencontres juifs et arabes à Tali, mais qui soit cohérent avec ce qu'est Tali. Donc je vais reprendre qu'est-ce qu'est Tali. Et donc, voilà, c'est évident. Comme ça. Je suis passée par la petite porte. Rappelle-nous ce qu'est Tali, parce que c'est amusant de voir qu'ils soient cohérents avec Tali. A priori, tu dis, mais comment ils vont faire ça? De quoi on parle? Alors, un peu comme tu disais, c'est-à-dire que les Israéliens, quand on leur demande, raconte-moi une expérience vécue juive, un Israélien, essayez à côté de chez vous, essayez avec vos voisins. Ils vont vous dire, ah oui, alors l'année dernière, j'étais à Rome et j'ai été au ghetto et j'ai vu... Très, très souvent, on a besoin de l'autre, ou de la distance, du regard de l'autre, qui est différent de moi, pour être moi-même. C'est-à-dire que moi, là, je suis plus Eva qu'il y a un quart d'heure avant que je rentre dans l'émission, parce que tu portes ce regard sur moi. Donc, il va y avoir, dans la rencontre entre juifs et arabes, quelque chose du domaine de l'occasion, de l'opportunité, de la chance, presque, de pouvoir se redécouvrir soi-même. C'est-à-dire qu'on va faire des rencontres à Tali, entre élèves de CM2, ça s'appelle, et 6e et 5e, et des élèves, nous on travaille avec un autre réseau d'écoles qui est le réseau d'écoles arabes chrétiens en Israël, c'est un peu particulier aussi, ça peut faire l'objet de toute une rencontre si tu veux, et on va leur dire, quelle est ton identité culturelle et religieuse, et je te dirai, dis-moi la tienne, je te dirai la mienne. Et donc, les Israéliens qui sont dans les écoles laïques, qui sont pas habitués à parler de leur judaïsme de manière naturelle. Ça, ils sont plus à l'aise quand ils vont parler devant des Arabes à cause du regard des Arabes qui disent « Ah, comment t'es juif, toi ?» Voilà. Et là, le type est obligé de réfléchir et de donner une réponse cohérente à peu près. Tout à fait. La plus belle anecdote qu'on a eue au départ, quand on a lancé ce programme, c'est que les élèves s'invitent les uns les autres dans les écoles, et les Juifs sont arrivés chez les Arabes, et les Arabes leur ont dit, les Arabes chrétiens leur ont dit, bah, écoutez, on va visiter l'école, il y avait une église. Alors les Juifs sont revenus, on dit, la prochaine fois, on va à la synagogue, dans notre synagogue. Alors je dis, ok, où elle est? Ils n'avaient aucune idée. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Ils n'en savaient pas grand-chose non plus, pour la plupart. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a dit, bah, venez, on va se préparer, comme ça vous allez les inviter dans la synagogue du coin, et vous allez pouvoir leur expliquer qui vous êtes. Et en même temps, poser des questions pour savoir qu'est-ce que c'est ce truc qui est dans l'armoire. Alors, voilà. Maintenant, c'est très important pour moi de dire que ni tactiquement, ni stratégiquement, ni à aucun niveau, on ne veut que les laïcs qui ont choisi d'être laïcs deviennent religieux en Israël. Ça, c'est pas du tout notre propos à Tali.
Notre propos, il est de dire que moi je parle de restitution de biens. C'est-à-dire que je me retrouve dans une chaîne où on s'occupe de restituer le judaïsme aux juifs. C'est-à-dire le judaïsme ne m'appartient pas à moi, même si je l'ai eu très tôt, comme on vient de dire, au Bnei, à Yavne, etc. Il ne m'appartient pas. Il appartient aux Juifs. Donc, il est important que les Juifs puissent y être à l'aise, puissent se l'approprier. Donc, cette réappropriation du judaïsme, elle va passer par des choses très intéressantes. Et il va falloir que ce soit intéressant, parce que sinon, ça leur paraît rébarbatif, appartenir à un monde ancestral qui n'a plus lieu, ne pas leur appartenir du tout. Eux, ils sont laïcs, ils n'ont pas besoin de ça, c'est autre chose. Donc, on va essayer de leur redonner le goût de ce qu'est le judaïsme pour tous. Est-ce qu'il y a un organisme qui ressemble à Tali chez les Arabes, justement, qui arrive, qui dit, est-ce qu'il y a un arabe laïque, d'abord, qui ne connaît rien dans le monde arabe, dans l'islam, etc., ou dans le christianisme même? C'est-à-dire, on peut dire des fois, de la même façon, on dit, il y a des juifs qui ne connaissent pas. Est-ce qu'il y a même des arabes chrétiens, mais qui n'ont pas de notion vraiment? La famille est chrétienne. Puis eux, au niveau connaissance même. Est-ce que ça existe, le Khiloni qui ne connaît pas ou qui ne sait pas où est son Beth Knesset chez les Arabes? Il y a un truc comme ça? Je pense que les minorités ont un comportement complètement différent. Ouais. Comme nous en France, comme nous. Ils sont beaucoup plus à même de parler de leur culture différenciée de la culture de la majorité. Mm-hmm. C'est vraiment un fait de la majorité. Il se peut que les chrétiens en France ressemblent et les mêmes besoins qu'Atali. Ça se peut, absolument. Effectivement. Mais je ne pense pas que les chrétiens d'Orient, notamment, qui sont une minorité dans la minorité, donc une minorité chrétienne arabe dans la minorité musulmane arabe, ne soient pas au courant de qui ils sont et pourquoi ils le sont. D'accord, ok. Non, ça je ne pense pas. Par contre, ils souffrent, eux, d'une non-reconnaissance totale. C'est-à-dire qu'on ne les calcule pas. On pense qu'ils n'existent pas. Arabe égale musulman, donc eux n'existent pas. Pas seulement ici, je crois qu'en Europe aussi, on ne les connaît pas. Effectivement, à l'époque, j'ai travaillé à Yafo, à Jaffa. Ça revenait énormément, ce thème-là. L'école des frères, en face. Oui, ça revenait énormément, cette histoire-là. On ne nous calcule pas. On n'existe pas quelque part. On est toujours obligé de s'affirmer, d'expliquer où on est là, parce que... Tout à fait. Tout à fait. Donc on assiste à des belles rencontres où les Juifs viennent les mains pleines de leur judaïsme parce qu'ils ont travaillé en amont avec leurs professeurs en classe et qu'ils vont ensuite venir à la rencontre prêts pour parler des fêtes, pour parler des différentes... comment ça s'appelle en français Mahavar, Tiksé Mahavar. Ah oui, les rites de passage. Les rites de passage. Et donc, ils vont pouvoir parler de la communion d'un côté, de leur bar mitzvah de l'autre, etc., etc. Et ils vont pouvoir un peu faire de la religion comparée, mais religion en tant que culture. Ça a démarré quand il y a eu les premières rencontres comme ça qui ont été organisées de façon structurée entre juifs et arabes. Ça a mis du temps à démarrer les conversations, les échanges, ou c'était quelque chose qui est plus naturel chez les jeunes? Je crois que c'est ça qui a été absolument extraordinaire, c'est qu'après une rencontre, on se rend compte que le Tikrat Asruchit, oui, le plafond en verre. Le plafond en verre a explosé de manière assez rapide. C'est-à-dire, ils ont trouvé tout de suite un dialogue, un moyen d'échange, un moyen d'intérêt les uns pour les autres. Ce qu'on veut, c'est susciter cet intérêt, que cette curiosité soit bienveillante, bien entendu, et qu'ils puissent rencontrer des Juifs et des Arabes de leur âge, et pas seulement dans des situations extrêmes ou difficiles qu'engendre le conflit long dans lequel on est. Donc, se dire, oui, c'est possible, et ça serait possible un jour ou un jour meilleur, si jamais ça allait mieux, on pourrait avoir des échanges bienveillants, intéressants, qui nous renforcent les uns les autres, sans essayer de convaincre, bien entendu, et sans essayer d'être l'autre. Alors, si on revenait un peu dans le monde... tout à fait. Si on revenait dans le monde propre juif, à proprement parler en Israël, où vous venez renforcer, soulever des questions, il y a des anecdotes, il y a des histoires où des petits juifs ont redécouvert finalement qu'a été leur judaïsme et sont venus vous voir en disant « Waouh,
C'est intéressant quand même, le judaïsme. Parce que on voit souvent dans le monde laïque en Israël, dans le monde chiloni, mais très chiloni, qui a très peu de contact avec le judaïsme, une très grande fierté d'être juif. Mais ça va, on n'a pas besoin de quoi, on est juif, c'est clair, etc. Et puis quand vous parlez de restitution, finalement vous amenez des éléments et puis tiens, c'était à toi ce truc-là, regarde-le, t'en fais ce que tu veux, mais c'est à toi. Il y a eu des façons de réagir de jeunes, etc., qui t'ont interpellé, qui t'ont interloqué, voire en disant waouh, c'est marrant, quand tu leur ramènes d'un coup, tu as une vraie redécouverte de tiens, c'est mon héritage, comme un héritier à qui on aurait ramené sa part. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je sais que on l'a même pris en film, un jeune qui expliquait, quand on a fait la rencontre des fêtes, que cette Hanoukia, c'était une Hanoukia qui était au temple, et donc qui expliquait le temple, et tout d'un coup, qui se l'aurait approprié, c'est clair. Moi, je travaille plutôt avec des adultes qui vont travailler avec les ados. Okay. Donc là, je peux juste raconter qu'on a donc eu ce programme pour directeur d'école Tali, où on a fait du Talmud et de la pensée juive, et on a eu des cours d'identité. On est toujours autour de l'identité, des questionnements d'identité. Une des directrices a écrit un article qui est passé d'ailleurs dans Ynet il y a 3 semaines, et elle a dit à 10 ans, il y a quelqu'un qui m'a mis méchamment à la porte de la synagogue en me disant « T'es une fille, sors de là ». Et je m'étais juré de ne plus remettre les pieds dans une synagogue. Et en revenant dans ce programme, je ne tiens pas à devenir religieuse, mais je peux dire que j'ai été dans une synagogue avec plaisir à New York. Et là, j'ai redécouvert ce que j'étais moi. Et elle a une très jolie phrase. Elle a dit « J'ai trouvé ce que j'avais pas cherché, en fait. » Ce que je ne cherchais même pas. C'est très mignon. On pense toujours avoir plein de temps, mais là, on est un peu pressé par le temps. Mais il y a encore une question que je veux aborder avec toi par rapport aux réactions des gens. Est-ce que vous avez été confronté à de l'intolérance des gens qui sont venus en vous disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Vous mettez des idées dans la tête de nos enfants, dans un sens comme dans l'autre. Comme des gens qui disent « Mais qu'est-ce que vous mettez trop d'idées juives quelque part trop ?» Ou bien l'inverse, qui vous êtes exactement, vous intervenez sur un truc, allez savoir si vous n'êtes pas en train de rentrer de saboter des choses dans le judaïsme de notre enfant. Voilà. On dirait que tu travailles à Tali. Non, mais on a deux types de chantiers, on va dire. D'un côté, mais tout à fait à l'inverse, mais ils se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire que y a un nouveau mouvement qui s'appelle Aforum Achiloni, qui a décidé que l'école laïque devait être laïque à la manière française, on va dire ça très très rapidement. C'est-à-dire qu'il ne devait y avoir aucun contenu juif. Et ils font la guerre. Ils vérifient les brochures avec lesquelles on va enseigner aux élèves. Et s'ils trouvent le mot Shabbat, ils vont ça y est, vous êtes en train de leur bourrer le crâne. Oui, on a entendu parler, ça a été un peu médiatisé, effectivement. Ils ont inventé un mot. D'ailleurs, je pense que ceux qui inventent des mots ont beaucoup de force. Et un mot qui s'appelle adata, qui veut dire le fait de religiosiser les gens. Ça n'existe pas. Ça fait des années que vous expliquez que vous ne faites pas ça, mais ils ont dit quand même vous ciblez en disant... On ouvre le livre et on dit prends ce qui te va. Oui, on vous a repéré, vous avez un livre. Quel livre Et on dit, voilà, la bibliothèque juive, comme on appelle ça, Aaron Asfarim Hayoudi, elle t'appartient autant qu'aux religieux du coin, autant qu'à ton grand-père, autant, etc. Donc, fais-en s'il te semble bon d'en faire. Et nous, on prône un judaïsme souverain. C'est pas seulement la souveraineté de l'État, c'est aussi la souveraineté de la personne qui peut choisir, qui a le droit, qui a peut-être le devoir d'ailleurs de choisir ce qu'elle va transmettre à ses enfants et ne pas toujours se reposer sur les autres, comment les autres vont enseigner ou ne pas enseigner à mes enfants. Mais de l'autre côté, en pensant que pour choisir, il faut connaître. Si tu connais pas, tu peux pas choisir. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Et la base, c'est... en disant, adata. Pour nous, c'est vraiment l'imout Torah me al kulam. Vraiment l'étude, connaître, avoir envie de connaître, avoir cette soif d'approfondir, ne pas s'arrêter. Et de l'autre côté, effectivement, c'est vous avez dénaturé le judaïsme. Comment est-ce qu'on peut... C'est pas un supermarché, on va pas prendre ce qu'on veut, etc., etc. Et puis on vous voit venir avec vos arabes. Voilà, en plus. Ouais, alors je le vois, mais j'ai même pas besoin que tu me le dises. Voilà, effectivement. Comme si, d'un coup de baguette magique, on pouvait fermer les yeux et avoir exactement la société qui me ressemble à moi. Moi, je dois dire,
puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est que même si j'avais une baguette magique et que je pouvais faire un coup de baguette magique, j'aimerais pas que toute la société me ressemble. Ce que j'aime dans cette société, la vitalité de cette société, c'est le fait qu'elle soit tellement différente, qu'elle soit tellement diversifiée, qu'elle ait tellement de sources différentes de créativité. Moi, je suis amoureuse d'Israël, vraiment. Et j'espère qu'Israël te le rend bien. On va bientôt s'approcher de la conclusion. Qu'est-ce que c'est le programme Aleli? Alors, Aleli Azmana, le Limoudei Yahadut israélite. Okay. Et on l'a commencé il y a 2 ans avec un premier groupe de directeurs qui ont pris sur eux, vraiment sur leur temps de libre, pour venir étudier 6 heures par semaine. Et on sait qu'un directeur d'école en Israël n'a pas de temps libre. Donc il a pris où? Ouais, exactement, il l'a volé. C'est-à-dire que vraiment, on leur dit, allez, maintenant on ferme les portables et maintenant c'est pour vous. Je crois que ce qui les a convaincus, c'est qu'on leur a dit, on vous fait pas ça pour vous dire quoi faire avec les élèves. On le fait pour vous. Vous avez jamais eu l'occasion d'étudier pour vous-même, faisons-le. Et là, on leur amène des enseignants, des professeurs dans toutes les disciplines du judaïsme, du premier rang, vraiment du premier rang. On se moque pas d'eux. Je crois que c'est ça qu'ils se rendent compte. C'est le haut du panier, quoi. C'est le haut du panier, et ça les oblige à bouger, ça les oblige à approfondir. Et eux nous ont envoyé. Donc cette année, on a eu un deuxième groupe qui était des profs, qui sont les profs de Yahadut israélite. Et la seule cerise, disons, qu'on leur offre un petit peu sur le gâteau, c'est qu'à la fin, on part tous à New York pour voir qu'est-ce que c'est que ce judaïsme israélien par rapport à un judaïsme qui est un judaïsme de communauté, etc., en dehors d'Israël, qui est le grand judaïsme en dehors d'Israël aujourd'hui, et pour faire un petit peu un regard comparatif, et aussi pour créer des passerelles entre tous les membres du peuple juif. Vous savez leur parler, ouais. Non, je dois dire, pour mes directeurs qui sont partis, c'est eux qui payent leurs billets. On ne les soudoie pas. Mais non, ils payent leurs billets, mais nous, on leur offre ce programme qu'ils n'auraient jamais pu faire sans nous, où on va voir effectivement qu'est-ce que ce judaïsme en dehors d'Israël a été capable de créer, parce que lui aussi, il a créé des choses. Et voilà. Eva, on va te réinviter, mais probablement dans un panel, ce qui est marrant aussi, quand il y a 3-4 personnes avec des opinions un peu différentes, etc. On pourra parler, nous aussi, et discuter identité, éducation. On te remercie d'être venu aujourd'hui. Tu as été appelé un peu à la va-vite, mais tu as répondu présente. Super. Merci. Toujours contente d'être là. Et à très bientôt, et continue. Mais quand tu parles, on n'a pas l'impression que tu travailles, c'est ton kiff, ce truc-là. Tu travailles quand? Ah, il ne faut pas le dire. Très bien, nous le dirons pas. Bonne chance, en tout cas, pour ce travail harassant que tu abats tous les jours. Tout à fait. Et merci, à très bientôt, Eva. Merci, Bernard. Plein d'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.